le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même, présenté par Parfait Siap. Bonjour à tous. Bienvenue à votre nouvelle édition de Inclusif sur Jambo Radio, où nous explorons un sujet au cœur de notre société, la scolarisation des enfants socialement vulnérables. En cette année, plus que jamais, nous nous concentrons dans l'importance de rendre accessibles les études à tous, quels que soient les défis que chacun de ces enfants puisse rencontrer. Nous plongerons également dans les politiques de l'État, le rôle crucial des associations, ainsi que le soutien indispensable des familles pour assurer un avenir brillant aux enfants victimes de handicap. Mesdames et messieurs, restez à l'écoute et pour une discussion enrichissante et encore plus inspirante. Nous pensons comme ça à nos amis qui nous reçoivent tout de suite sur notre Facebook, Jambo officiel, et ici et là-bas officiel. Merci à Arnaud Niossi qui assure la mise en onde et la réalisation de ce programme. Parfait Siap, je suis l'homme toujours content, jamais de soucis. Nous allons prendre une respiration musicale et retrouvons-nous derrière ceci. Cédric s'est calé. Mon ami, aujourd'hui c'est l'amour. Chaud à mort, on est chaud à mort. C'est l'amour. Chaud à mort, j'ai dit chaud à mort. Ça dit quoi ici? Ça dit quoi là-bas? Ça dit quoi ici? On te dit quoi là-bas? Ça dit quoi ici? Ça dit quoi là-bas? Ça dit quoi ici? On te dit quoi là-bas? Voici le son de l'heure et même l'écho de l'heure. Chaud à mort, c'est la mort. Ça va te faire danser, ça peut te traumatiser. Si tu veux te comporter, c'est la patte. Ma chérie, tu vas danser. Le patin, la matin, les mounas faut pas confirmer. Les mounas faut t'aider, les mounas faut capot confirmer. Laisse-moi t'embrasser, si tu veux t'ambiancer. Chaud à mort, c'est la mort. Tu vas séquer. Ça dit quoi ici? Ça dit quoi là-bas? Ça dit quoi ici? On te dit quoi là-bas? Ça dit quoi ici? Ça dit quoi là-bas? Ça dit quoi ici? On te dit quoi là-bas? Tu vas séquer, tu vas saga, tu vas séquer, jusqu'à saga, tu vas séquer, tu vas saga, tu vas séquer, jusqu'à saga. Tout est gagné, les beaux et les cons sont fâchés.
chaud à mort, bouge ton corps, on va tout casser. Si tu n'es pas chaud à mort, ta go va te quitter, oh. Nous on met les oui du love, ta copine a kiffé, oh. On a tombé, les mounas même ont confirmé. On a tombé, ta matin même a confirmé. Y'a volé mon ami, a volé les habits. Je sais, elle veut aller tuer son mari. Elle veut le voir chaud à mort. Aujourd'hui tu vas tomber, tomber. Ça dit quoi ici? Ça dit quoi là-bas? Ça dit quoi ici? On te dit quoi là-bas? Ça dit quoi ici? Ça dit quoi là-bas? Ça dit quoi ici? On te dit quoi là-bas? Oh petit, c'est toi qui racontes partout que tu es le meilleur danseur. Tu as déjà dansé où? Mon ami, c'est la mort. Tu vas danser aujourd'hui. Viens, viens, viens. Attends, écoute le beat. Ça va couper terrain. Ça va couper terrain. C'est Rix Legaé. Ça dit quoi ici? Ça dit quoi là-bas? Ça dit quoi ici? On te dit quoi là-bas? Ça dit quoi ici? Ça dit quoi là-bas? Ça dit quoi ici? On te dit quoi là-bas? Tu vas séguer, tu vas sagari saga. Tu vas séguer, jusqu'à sagari saga. Tu vas séguer, tu vas sagari saga. Tu vas séguer, jusqu'à sagari saga. On a tombé, les mounas même ont confirmé. On a tombé, ta matin même a confirmé. On est chaud à mort, aucun mec ça dit quoi? On est chaud à mort, Libreville ça dit quoi? On est chaud à mort, Abidjan on dit quoi? J'ai dit chaud à mort ça dit quoi? J'ai dit chaud à mort, les goûts on dit quoi? On est chaud à mort, au pays ça dit quoi? Jambo FM, the only one. Eh bien oui, voilà de retour dans ce studio. Nous venons de danser Cédric Seka qui nous proposait le titre Chaud à mort. Ça a cartonné dans ce studio. Il faut dire que Cédric Seka, c'est un artiste, musicien et arrangeur, auteur, compositeur. Il fait de très très belles choses dans son studio du côté de Feu Rouge. Big up à la communauté des personnes vivantes avec un handicap. Merci à nos nombreux invités qui nous ont retrouvés dans ce studio. Aujourd'hui, nous allons parler de bout en bout de la promotion de l'éducation inclusive parce que nous sommes en période de rentrée scolaire et nous ne voulons plus voir les enfants socialement vulnérables être en marge de l'éducation inclusive. Donc le thème retenu pour cette semaine, pour cette édition, c'est rentrée scolaire pour tous. Rentrée scolaire 2 points. Envoyons les enfants à l'école. Pour en parler, nous avons à ma gauche monsieur le délégué départemental des affaires sociales pour l'ONCAM. Bien sûr qu'il est en retraite. Il est en retraite, mais il reste encore la voix autorisée à nous dire davantage sur les politiques de l'État. Il est parmi nous cet après-midi. C'est monsieur Elobe Jean-Marcel. Bienvenue ici à Jambo Radio. Merci monsieur Patrick de nous accueillir. Parfait. Parfait. Pour ton merveilleux plateau de Jambo TV ce soir. Merci. Lui, c'est monsieur Coco Robert Eyaman, celui qu'on ne présente plus. Il a longtemps roulé sa bosse dans le milieu des personnes handicapées. Il a sorti plein de personnes comme ça dans les maisons, notamment moi en l'occurrence. À l'époque, quand j'avais perdu la vue, je ne savais pas qu'il était encore possible pour moi de me réhabiliter. Et il y est jusqu'aujourd'hui, il continue de bosser. Je me demande même s'il se fatigue. Par contre, moi, j'ai l'impression de me fatiguer déjà par rapport à lui. Il est à plus de 30 ans d'expérience sur le terrain dans le milieu des personnes vivantes avec un handicap. Bon après-midi, monsieur Robert Eyaman. Bon après-midi, parfait. Je suis très content de me retrouver dans ce studio et surtout d'être accueilli par l'un de mes enfants que j'ai encadré. Vous voyez que en fait, vous ne vous êtes pas trompé depuis 30 ans. Je suis à l'œuvre et je continue à l'être. Bon après-midi également à vos charmants et charmantes auditeurs et charmantes auditrices.
Et je voudrais également saluer toute l'équipe technique qui nous accompagne pour cette émission. Merci à vous, cher monsieur. Installez-vous confortablement. Sentez-vous surtout très à l'aise chez nous, chez vous. Merci à l'équipe technique, comme vous l'avez dit, qui nous accompagne. Il faut également dire que nous avons des invités dans ce studio. Monsieur et madame Gando qui nous assistaient avec, ils abordent des larges souris comme ça. Ils tapent les mains lorsqu'il faut taper. Merci de venir à Jambo Radio, à l'émission inclusive. Hein? Cette vitrine qui est dédiée aux personnes vivantes avec un handicap. Alors, très rapidement, nous allons prendre déjà cet extrait. C'est un reportage qui résume un tout petit peu l'éducation inclusive au Cameroun. Prenons cet élément et retrouvons-nous derrière ceci. Difficile en général de se faire un avenir promoteur au Cameroun dans un monde où les gros poissons mangent les plus petits. Pire encore, si l'on est porteur du handicap. Pour un avenir meilleur dans le pays du 237, l'on devrait faire appel à une éducation de qualité. Qu'en est-il alors de l'éducation des personnes vivantes avec un handicap? La scolarisation des personnes en situation de handicap à Douala au Cameroun est un véritable parcours du combattant, un défi majeur à relever. Malgré les efforts des pouvoirs publics à faire valoir l'éducation inclusive, des obstacles persistent à l'instar des préjugés sociaux, discriminant et réduisant ces derniers à leur plus simple expression. Dans le cadre de la lutte pour l'insertion des personnes handicapées, la société civile est au centre du processus d'inclusion, renforçant les politiques éducatives et sensibilisant les populations sur l'importance de cette cause. Les familles doivent bénéficier d'un soutien adéquat afin d'encourager le parcours scolaire de leurs enfants. Il faut noter que la scolarisation des personnes vivantes avec un handicap ne constitue pas seulement un défi éducatif, mais aussi une dimension sociale et économique. C'est investir dans l'éducation des personnes handicapées, c'est investir pour l'avenir du pays, car un enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne. Les personnes handicapées qui bénéficient d'une éducation développent leurs compétences, l'autonomie et l'estime de soi. Ils contribuent pleinement au développement économique et durable du pays. En soutenant leur cursus scolaire, c'est ouvrir la voie à une société plus juste, équitable et prospère. Par un engagement collectif et un ajustement stratégique, nous pouvons garantir une éducation de qualité. Ensemble, disons non à la stigmatisation des personnes en situation de handicap. Faisons d'eux des personnes à part entière et non entièrement à part. Des personnes à part entière et non entièrement à part. Merci à Eliane Koumial qui est non-voyante, qui nous a fait ce reportage avec brio. Elle est étudiante en communication à l'université de Douala. Elle est non-voyante et stagiaire en communication à l'association ici et là-bas où je suis le communicateur. Alors, pour entrer de plein fouet dans le sujet, nous allons nous tourner vers monsieur Elobet pour savoir quelles sont les initiatives, les enjeux que met en place les autorités pour l'éducation inclusive des enfants socialement vulnérables. Merci encore une fois, Patrick. C'est parfait. Hein? C'est parfait. Oui. Ok, je m'excuse. Ouais, bon. Par rapport à la question que vous venez de poser, oui. Ce que met en place les gouvernements par rapport à la prise en charge des enfants vivant avec un handicap pour leur évolution et leur émancipation. Et l'État, par exemple le ministère des Affaires sociales, a prévu des lois dans ce sens. Et vous savez que pour qu'un enfant puisse fréquenter, il faut que l'enfant soit identifié. Bien sûr. Normalement, et le ministère des Affaires sociales a prévu à cet effet l'établissement gratuitement des cartes d'invalidité. Oui. Et c'est à partir de là, ça c'est le point de départ. Si un enfant a déjà sa carte d'invalidité, cet enfant peut fréquenter de nos jours. Par rapport à la loi de 2010 qui est en cours maintenant, l'enfant peut fréquenter gratuitement du primaire jusqu'au secondaire et même à l'université et sans contribution financière.
Donc, être totalement exempté des frais de scolarisation. Être totalement exempté des frais de scolarisation. Et le ministre a bien insisté dessus parce que le ministre a facilité maintenant l'établissement de cette carte d'aide nationale d'invalidité. Avant, ça se signait au ministère. Donc, c'était centralisé. Maintenant, c'est décentralisé. Ça se fait dans toutes les régions, au niveau de toutes les délégations régionales. Et c'est les délégués régionaux qui signent actuellement les cartes nationales d'invalidité. Et le ministre insiste dessus parce que le ministre a insisté à travers sa lettre circulaire, que je ne peux pas citer ici, mais dans les documents. À travers cette lettre circulaire, Madame la ministre a insisté sur la gratuité de cette carte. Oui. Et elle a insisté en plus sur la manière d'éviter, le fait d'éviter d'en fabriquer pour les personnes valides qui voudraient aussi bénéficier de ces avantages-là. Oui. Parce que elle a insisté dessus parce que ça se faisait. Il semblerait qu'il y a eu des mauvaises cartes, des fausses cartes d'invalidité sur le terrain parce que certains parents voulaient aussi profiter de ces avantages gratuitement. Alors elle a insisté sur le caractère pénal de ceux qui tombent dans des responsables qui tomberaient dans ce coup-là. Donc si je comprends bien, lorsque vous parlez d'identifier les enfants en situation de handicap, c'est d'être munis de leur carte d'invalidité. Oui. Alors, une fois qu'on a cette carte d'invalidité, est-ce qu'il suffit de l'avoir pour être admis au sein des établissements d'enseignement secondaire ou même de base ou alors supérieur? Justement, il faudra constituer un dossier. Oui. Parce que tout se passe suivant des dossiers. Oui. Ce n'est pas immédiatement, mais tant que vous l'avez déjà, vous pouvez constituer, vos parents ou vous-même pouvez constituer un dossier à déposer dans les services sociaux à partir du centre social pour que ce soit acheminé à la délégation départementale qui va arrêter et transmettre dans les établissements pour suivi et pour l'effectivité de ces mesures. Oui. Monsieur Elobé, il se passe que dans notre société actuelle, plusieurs parents se plaignent du fait qu'ils doivent toujours et encore renouveler les dossiers à chaque rentrée scolaire pour leurs enfants vivant avec un handicap. Qu'est-ce qui se passe que l'État ne peut pas demander aux parents de ne plus renouveler les dossiers pour pouvoir admettre les élèves au sein des établissements? Justement, il faut renouveler les dossiers. Sinon, on ne renouvelle pas les dossiers. Il y a risque que beaucoup d'enfants soient laissés à la traîne. Vous comprenez? Oui. Il y a risque que beaucoup d'enfants soient laissés à la traîne. Parce que les chefs d'établissement, ce n'est pas tout ce qui applique la loi facilement. Et comme on change de chefs, par exemple, chaque année, on change les chefs d'établissement, beaucoup reviennent et veulent que les dossiers soient renouvelés chaque fois. Alors, ce n'est que la seule possibilité pour que ces enfants aient ces avantages, puissent bénéficier de ces avantages. Mais monsieur Lobé, un handicap, ça reste un handicap. Si un enfant est déjà handicapé moteur, je dirais ainsi, ou alors atteint de trisomie 21, est-ce que l'année d'après il pourrait retrouver l'usage de ses membres, ou alors il pourrait retrouver toutes ses facultés mentales susceptibles bref, c'est pour dire quoi? En fait, on a comme impression que refaire les dossiers chaque année, ça porte... il y a mal-être en faisant ces dossiers tout le temps dans des mairies et consorts. Déjà que c'est des personnes vivant avec un handicap, donc déjà ce mouvement n'est pas chose aisée dans notre société. Mais est-ce qu'il y a une autre méthode palliative pour éviter que l'on pourrait renouveler les dossiers chaque année? Là, sur cette question, ce n'est pas facile. Oui. Ce n'est pas facile parce que si l'on veut admettre qu'on ne renouvelle pas les dossiers chaque année, oui, ce que je venais de dire tout à l'heure, c'est qu'il y aura risque que certains enfants soient mis à l'écart par les chefs d'établissement qui voudraient à tout prix que les dossiers soient physiques. Oui. Or, si les anciens n'ont pas pu les garder
dans les fichiers, normalement, ces enfants risquent d'avoir beaucoup de difficultés pour la continuité de leurs études. Oui. C'est pour ça que, pour plus de sécurité, pour plus d'assurance, c'est mieux que ces dossiers soient renouvelés physiquement et surtout que ça ne coûte rien. Oui. Parce que toutes ces pièces qu'on signe, peut-être vous avez parlé de handicap qui peut empêcher de mouvoir tout le temps, mais ces dossiers ne coûtent rien puisque aucun papier ne porte de timbre. Aucun papier n'est timbré. Oui. Tout cela, c'est gratuit. Vous partez, même pour signer à la mairie, c'est gratuit. Donc, tout cela ne demande pas un avantage pécuniaire, une dépense pour les familles concernées. Mais monsieur le délégué, on se rend également compte dans notre société que certains chefs d'établissement ne connaissent pas du tout ce que prévoit la loi au sujet de l'éducation inclusive des enfants. Qu'est-ce qu'il faille faire pour que ces chefs d'établissement ils aient l'information, puisque très souvent les enfants sont rejetés au sein des établissements, comme ce fut le cas de l'année dernière au lycée. Bon, je préfère taire le nom de l'établissement. On connaît 2 non-voyants qui ont été chassés du lycée par le proviseur, et pourtant ils étaient handicapés. Oui. Justement, on comprend par là que le proviseur n'avait pas du tout connaissance de la loi qui protégeait ses enfants. C'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau? Vous savez, on dit au Cameroun que les lois sont bonnes. Oui. Mais c'est l'application qui fait défaut. Justement parce que beaucoup de responsables d'établissements, ils ne veulent même pas que ce soit effectif, que ces applications-là, ces dispositions-là soient appliquées. Beaucoup sont contre cela. Et sinon, ils font parfois semblant de ne même pas connaître la loi. Ils font semblant d'ignorer. Alors que la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Normalement, la loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Qu'elle soit faute, l'essentiel, c'est de la mettre en application. C'est pour ça que ce que nous devons faire, c'est toujours la sensibilisation. Et encore la sensibilisation. Oui. Je crois qu'avec ça, chacun prendra les mesures qui s'imposent. D'accord. Monsieur Robert, je me tourne vers vous. Je vais laisser souffler un tout petit peu Monsieur Robert. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet, Monsieur Eyaman? Bon, je voudrais dire, selon les échanges que nous avons eus avec certaines autorités, que ce soit de l'éducation ou du MINAS, c'est que ces dossiers doivent être renouvelés tous les ans, tout simplement parce que l'État également demande un certain nombre de statistiques. Oui. C'est-à-dire qu'il faut après la rentrée, que chaque chef d'établissement soit capable de dire que j'ai dans mon établissement 10 personnes en situation de handicap qui sont constituées peut-être de 2 déficients visuels, peut-être un moteur, peut-être. Donc, essayer d'établir ces statistiques-là. Donc, c'est l'une des causes qui fait en sorte qu'il faut renouveler les dossiers chaque année. Mais moi, je crois que le dossier qui est le plus souvent renouvelé quand l'enfant est dans un établissement, c'est le dossier d'exonération. Parce que n'oublions pas qu'il y a 2 dossiers qui sont constitués lorsqu'on fait le placement lorsqu'un enfant entre pour la première fois dans un établissement. Oui. C'est-à-dire que il y a le dossier de placement qui permet à ce que l'enfant soit admis dans cet établissement. Le deuxième dossier qui accompagne celui-là, c'est le dossier d'exonération, qui fait en sorte que l'enfant ne paye pas des frais exigibles. Donc, lorsque l'enfant est placé dans un établissement déjà, l'année suivante, ce qu'il constitue, c'est le dossier d'exonération. Il ne constitue plus le dossier de placement. Ça, les parents doivent aussi le savoir. Le savoir, bien sûr. Voilà. Maintenant, comme ce sont des dispositions qui ont été prises, nous essayons tout le temps de travailler avec les différentes administrations pour qu'on allège un peu la tâche aux parents, parce que c'est vrai qu'on se dit un handicap ne se cache pas. Lorsque vous avez une personne qui est handicapée, moteur par exemple, vous n'avez pas besoin qu'il ait une carte, qu'il ait un dossier pour savoir qu'il est moteur. Mais c'est des dispositions de l'État.
Et pour que votre enfant ou alors une personne en situation de handicap ne souffre de rien dans un établissement, il faudra absolument s'arrimer en fait, comment on dit ça, s'arrimer aux procédures administratives. D'accord, il faudrait s'arrimer aux mesures administratives, dit Monsieur Yaman. Il faut dire que Monsieur Yaman est également président d'association. Il est lui-même non-voyant et comme je le disais tantôt, il exerce depuis plus de 30 ans. Nous allons nous enrichir valablement sur sa grosse casquette du terrain. Mais avant ceci, nous avons Christelle Chimi qui est dans ce studio avec nous. Est-ce qu'elle peut venir par ici? Chimi, elle est non-voyante. Viens par ici, viens là. C'est le moment que les auditeurs savent, ils le savent déjà, que les non-voyants sont capables de plein de choses. Alors, Christelle, aujourd'hui, nous parlons là du placement scolaire des enfants socialement vulnérables et même des enfants nés des parents handicapés. Bonsoir, Madame Gando. Vous êtes Madame Gando, vous êtes accompagnée de votre chéri, de votre tendre époux qui est quelque part derrière. Mais je préfère vous donner la parole à vous parce que vous êtes une dame et vous êtes à l'honneur. Vous êtes non-voyante, bien sûr. Et vous avez combien d'enfants déjà? Je suis la mère de plusieurs enfants, mais de mes entrées, j'en ai 3. 3 enfants. Ils ont quel âge et quel âge? Ils sont déjà scolarisés? Oui, il est né à 14 et le cadet à 8. L'aîné a 14 ans et le cadet en a 8 ans. Est-ce que vos enfants, est-ce que vous bénéficiez des exonérations de placement scolaire chez vos enfants? Bon, mes enfants sont privés. Je me rappelle la première fois où mon premier fils devait fréquenter. Oui. Quand je suis allé l'inscrire, le fondateur, puisque c'était le privé, en fait, il n'était pas obligé de me faire une exonération. Bien sûr. Il m'a dit carrément que ce n'est pas le service social ici. Mais sa femme était compréhensive par contre, oui. Donc elle m'a fait une exonération. Oui. Donc on peut dire qu'au privé, ce n'est pas obligatoire, c'est selon la compréhension du promoteur d'établissement, parce que c'est son entreprise qui l'a créé, c'est son business. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement faire des plaidoyers par là, Monsieur Yaman? Comme tu l'as dit, tu l'as si bien dit, parfait. Nous travaillons depuis longtemps et nous travaillons avec les établissements privés. Et ces établissements privés, très souvent, nous accordent des exonérations partielles. Nous les disons merci. Voilà, donc il y a des établissements qui parfois accordent 30% de réduction sur les frais de scolarité. D'autres vont jusqu'à 40%. D'autres, par rapport à certains cas, accordent même une exonération totale. C'est l'occasion pour moi ici de les féliciter et de les remercier. Nous les disons merci, voilà. merci à ces promoteurs d'établissements qui comprennent l'importance à faire scolariser ces enfants qui n'ont pas demandé à être handicapés. Donc ça se passe. Et moi je voudrais revenir sur une chose. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ça devrait être quelque chose de bien inscrit dans la loi. Le décret d'application de la loi de 2010 demande également aux établissements privés de pouvoir accorder des possibilités de réduction. C'est-à-dire d'exonération. Non, c'est prévu dans les tests. Oui, c'est prévu dans les tests, même au niveau des transports. Oui. Parce que très souvent, quand vous rapprochez des responsables des transports des établissements, ils vous disent que non, nous n'avons aucune obligation. Mais les privés sont aussi appelés à une mission sociale. Oui. C'est-à-dire qu'ils doivent de solidarité sociale. Donc, ils doivent accompagner l'État. Parce que l'État leur donne des subventions par rapport à cela. Et ils doivent aussi accompagner l'État. Est-ce que c'est vérifié ça, qu'ils ont des subventions? Parce que oui, toute entreprise privée devrait avoir une responsabilité citoyenne. En ce que je sache, les établissements privés qui encadrent des personnes socialement vulnérables très souvent bénéficient des subventions de l'État. Parce que ce sont des partenaires de l'État. Parce que n'oublions pas que l'éducation, c'est d'ailleurs le devoir régalien qui revient à l'État. Mais comme l'État ne peut pas tout faire, c'est pour cela qu'il a admis des tests qui permettent aux personnes à pouvoir créer des structures d'encadrement. Et l'État a pour devoir également de venir au secours de ces structures. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les privés
créent plus d'établissements pour se faire de l'argent. Oui. Oui, ils se font plus et ils se disent que bon, lorsque j'accueille un enfant déficient visuel, un enfant en situation de handicap, ça me fait un gain de moins. Et c'est pour ça que parfois ils refutent les enfants en situation de handicap. Et pour le faire, parfois ils vous disent qu'on n'a aucune disposition. Ouais. Et ça se passe aussi au niveau des établissements publics. On vous dit, on n'a aucune disposition pour pouvoir encadrer les déficients visuels. Pourtant, il n'y a pas d'école, à part pour les déficients visuels, par exemple. Les écoles sont des écoles de l'État, les lycées sont les écoles de l'État et ce sont des établissements ouverts à tous. Donc, aucun proviseur n'a le droit de dire que lorsqu'on vient inscrire un enfant, que l'enfant n'a pas le droit de fréquenter cet établissement pour le fait qu'il soit une personne en situation de handicap. Et moi, je voudrais leur dire, pour ceux qui écoutent, le proviseur qui refuse d'accepter un enfant pour le simple fait qu'il est handicapé est passible de poursuites judiciaires. Ils doivent le savoir. Bien sûr, bien sûr. Parce que l'école, c'est l'État qui construit l'école. Et l'État construit l'école pour tout le monde. Tout le monde. Donc moi, je voudrais... à l'éducation. Tout le monde a droit à l'éducation, sans exception. Et l'État poursuit sa mission en créant, en multipliant des écoles inclusives. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui. Et cette émission, c'est l'inclusion. Bien sûr. Et je suis fier de cette émission parce que ça permettra non seulement aux chefs d'établissement, aux parents et à la société civile de comprendre que l'inclusion aujourd'hui doit être quelque chose de palpable. Pas des discours. Pas les discours, pas du dilatoire. Voilà. Ça doit être concret. Oui, monsieur Lobé, vous avez quelque chose à dire, à ajouter? Non. Ah, ok. Monsieur Robert, oui, allez-y, poursuivez. Voilà. Donc, je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez de demander aux parents de constituer les dossiers. Oui. Les dossiers d'admission dans les différents établissements. Si vous voulez changer d'établissement ou voulez vous faire le placement dans un établissement, c'est une procédure qui commence déjà à partir du moment où on a remis des bulletins à vos enfants. Oui. Et selon les tests, le délai, c'est le 15 août. Ah, le délai, c'est le 15 août. Oui. Après le 15 août, vous n'avez plus la possibilité de constituer votre dossier, le dossier pour votre enfant. Donc, nous sommes presque à la fin du mois de juillet. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ils doivent courir. Parce que au niveau du MINAD, déjà, après le 3, parce qu'ils doivent recevoir ces dossiers, traiter ces dossiers et transmettre ces dossiers au niveau du ministère de l'enseignement secondaire. Oui. Et c'est à partir de ce ministère que les dossiers sont traités et envoyés dans les différents établissements sollicités. Donc, ils n'ont plus que quelques jours. Et comment le dossier est-il constitué? Très bien. Donc, il faut déjà que l'enfant ait une carte nationale d'invalidité. Oui. Deuxième chose, il faut que vous produisez le certificat de domicile. Le certificat de domicile. Oui. Certifié. Okay. Oui. Ici, vous n'avez rien à débourser comme argent. Pour certifier, vous écrivez seulement au-dessus service social. Oui. Et ça, le délégué départemental, parce qu'avant on pouvait mettre CMPS, le délégué départemental nous a demandé de mettre service social. Okay. Vous mettez service social et que ce soit à la mairie ou à la sous-préfecture ou au commissariat, on va certifier, on va signer. Il y a également que vous devez adjoindre les 3 bulletins de l'année scolaire. Le bulletin du premier trimestre, du deuxième trimestre, du troisième trimestre. Plusieurs rencontrent des difficultés parce qu'ils disent que le bulletin du troisième trimestre regroupe les moyens de toutes les autres trimestres. Mais parfois, ces dossiers sont rejetés quand vous présentez tout simplement le dossier, le bulletin du troisième trimestre. Donc, il faudrait que les parents présentent le dossier, les bulletins du premier, deuxième et troisième trimestre. Ça, c'est d'un. Il faudrait également adresser une demande oui, au responsable de l'établissement sollicité, donc au proviseur de l'établissement sollicité sous le couvert du ministère des Affaires sociales. Et ça, c'est valable même pour ceux de l'éducation de base et même ceux du supérieur. Bien entendu. Oui. Bien entendu. Bon, c'est vrai qu'au niveau de l'éducation de base, nous savons que l'école primaire est gratuite pour tous, n'est-ce pas? Oui. Donc, mais ce dossier, il faut le constituer à tous les niveaux, que ce soit au niveau primaire, au niveau secondaire ou au
au niveau supérieur. Et il souligne que c'est gratuit partout. Donc voilà un peu, si c'est l'enfant doit intégrer l'établissement pour la première fois, il doit constituer le dossier de placement et le dossier d'exonération. Et c'est les mêmes pièces qui entrent dans le dossier. J'aimerais qu'on en parle un peu plus de la constitution d'une carte d'invalidité aussi, parce que nombreux sont ceux-là qui n'ont toujours pas connaissance de savoir comment ils doivent. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont handicapés, doivent avoir une carte d'invalidité. C'est leur avantage. Donc parlons-en un tout petit peu, s'il vous plaît. À qui la parole, Monsieur Lobert? Monsieur Yaman. Ok, bon, il n'y a pas de souci. Je suis sur le terrain. Je suis sur le terrain et je le fais au quotidien. Donc, pour constituer un dossier d'obtention d'une carte nationale d'invalidité, il vous faut déjà une demande manuscrite adressée à Monsieur le délégué régional des affaires sociales si vous êtes dans le littoral, du littoral, sous le couvert du centre social de votre localité de résidence. Ensuite, vous faites certifier le certificat de domicile. Vous faites photocopier votre CNI, vous faites certifier votre CNI si vous êtes déjà adulte. Si vous n'êtes pas adulte, vous légalisez la copie. La copie de l'acte de naissance, ou l'acte de naissance de votre enfant. Ensuite, il vous faut 4 demi-cartes photos, 4 fois 4 et une photo entière. À côté de cela, il vous faut le certificat médical spécial que vous devez en fait, le certificat médical spécial, donc que vous obtenez à partir d'un hôpital public. Vous rencontrez, si vous êtes déficient visuel, vous devez rencontrer un ophtalmologue qui va définir quel est le type de votre maladie et puis quel est le pourcentage de votre cécité. Et tous ces documents sont gratuits. Donc vous obtenez le certificat, l'imprimé du certificat médical dans un centre social. Ou alors au service d'action sociale de l'hôpital. Et quels sont les avantages qu'il y a à avoir une carte d'invalidité? Je peux répondre. Oui, monsieur Lobert. Par rapport aux avantages, il y a beaucoup d'avantages. Nous voulons citer par exemple l'exonération des frais exigibles dans les établissements. Mais en dehors de ça, il y a les avantages par rapport au transport, comme il venait de dire. Quand vous avez déjà votre carte d'invalidité, vous pouvez entrer dans un bus. Quel type? Socatu, gratuitement. Et maintenant, sur le transport interurbain, par exemple, de voyage, il y a possibilité que vous soyez exonéré d'une moitié du transport, des frais du transport de votre Monsieur Lobé, moi je n'en ai jamais. Allons-y, je vais revenir sur une expérience vécue. Allons-y. C'est encore les avantages. Il y en a plus. Il y en a plusieurs. Vous pouvez également, même dans le domaine de la santé. Même dans le domaine de la santé, vous pouvez bénéficier en fait de l'exonération, par exemple aux examens qui sont demandés et même par rapport aux lits que vous obtenez dans des hôpitaux. Voilà. D'exonération. Comme je nous le disais tantôt, nous voyons qu'il y a tellement de choses qui ont été faites, mais il y en a encore qui restent à refaire. Les gens n'ont pas toujours toutes ces connaissances que nous avons de l'importance d'avoir sa carte d'invalidité. Plusieurs fois, je fais des déplacements sur Douala Yaoundé et que je me rends dans une agence, je vais emprunter un VIP. Nous savons tous que c'est 15 000 francs en aller-retour. Je n'ai jamais bénéficié d'une exonération. Je présente ma carte, on me dit non, on ne connaît pas. Ils ne connaissent pas. Donc, nous voyons autant de choses. Une fois à l'hôpital, même, je ne vais pas citer l'hôpital, mais c'était un hôpital d'État bien connu. Je me suis rendu même au service social, mais je vous assure, la procédure devait être tellement longue que je risquerais de perdre même mon enfant comme ça. Donc, vous voyez autant de choses comme ça qu'au pays. C'est justement le vrai problème. Nous devons décrier. Ici, inclusif, nous sommes là pour décrire de tout ça, mais nous n'en sommes pas là pour nous étaler sur les avantages d'une carte d'invalidité. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de l'éducation inclusive. Alors, Monsieur Robert, vous qui êtes sur le terrain au quotidien, vous êtes un encadreur.
spécialisées et on se rend compte que plusieurs écoles publiques sont érigées en écoles publiques inclusives. Est-ce que c'est toujours aisé pour ces écoles d'accueillir les enfants en situation de handicap, quel que soit le type de handicap, parce qu'on se demande bien comment est-ce qu'un enfant atteint de surdité, par exemple, doit fréquenter avec les autres enfants dits valides, un enfant de trisomie 21 doit-il fréquenter avec les autres. Quelles sont les mesures prises à cet effet-là dans les écoles publiques érigées en écoles publiques inclusives? Je voudrais dire ici que ça c'est pour le regretter, il n'y a aucune mesure particulière. Aucune. Oui. Donc les chefs d'établissement, s'ils ne rejettent pas, ils admettent pour les établissements publics. Mais ils n'ont aucun encadrement, aucune formation pour pouvoir encadrer ces enfants. Donc, soit que ces enfants sont abandonnés à eux-mêmes dans les classes, soit qu'il y a des associations comme la nôtre qui accompagnent ces établissements. Oui. Donc, il faudrait absolument, et ça doit être absolu, que au niveau des écoles normales supérieures ou au niveau des ENIEJ, c'est là où on forme des instituteurs, qu'on forme les enseignants. Il faut absolument que désormais on admette des formations qui permettent à ces formateurs également, si vous me permettez l'expression, d'avoir une formation spécialisée complémentaire pour que, en fait, lorsqu'ils se retrouvent dans leur établissement, dans un établissement avec un cas social, qu'ils sachent comment le gérer. Oui. Et ça, je crois que en ce qui concerne le gouvernement, des mesures, des lettres ont été signées, des décrets ont été signés pour que désormais, c'est dans les établissements de formation que ce programme soit appliqué. Nous osons tout simplement croire que dès cette année, on verra ces formations complémentaires dans ces différentes écoles de formation. Mais ce que nous faisons à notre niveau, c'est que nous nous rapprochons des directeurs d'établissement. Oui. Parfois, nous avons un programme où nous formons des volontaires, parce que parfois, ils ne sont pas obligés, vous disent qu'ils ne sont pas obligés. Donc, nous formons des enseignants volontaires qui acceptent se former et pour mieux encadrer ces enfants. Et jusqu'ici, ça se passe bien. Et nous, il y avait la possibilité également au niveau du CMB de Bepanda qui forme des éducateurs spécialisés, des instituteurs spécialisés qui seront désormais qualifiés à encadrer les différents types d'handicap, que ce soit les déficients auditifs, que ce soit les déficients visuels, que ce soit les moteurs ou alors d'autres types d'handicap. Alors, Monsieur Eyaman, merci. Mais quel est le rôle crucial des associations, puisque vous êtes promoteur d'associations depuis plus de 30 ans? Quel est le rôle crucial des associations dans l'éducation inclusive? Déjà, c'est de pouvoir sensibiliser au niveau des familles. Oui. Parce qu'il faudrait savoir, c'est le véritable problème parfois se pose au niveau de la famille. Nous ne l'ignorons pas, l'éducation des personnes vivant avec un handicap coûte cher. Oui, oui. Parce que parfois vous avez un cas où vous devez le transporter. C'est un moteur et vous devez le transporter chaque matin pour l'amener à l'hôpital, à l'école. Et le parent trouve que c'est une charge trop lourde. Et ce n'est pas du tout facile. Oui. Vous avez par exemple un déficient visuel qui doit aller à l'école. Le matériel qu'il utilise est tellement onéreux que lorsque vous dites seulement à un parent que la tablette coûte 45 000, il est du coup découragé. Oui. Donc, il est prêt à envoyer d'autres enfants, d'autres frères de cet enfant à l'école pour dire que peut-être que demain, s'il réussit, ils vont encadrer celui-là. Mais vous devez savoir, comme je l'ai dit au début, à l'entame de cette émission, l'éducation est un droit pour tout. Il faudra arriver même à un niveau, et moi je pense, où le parent qui refuse d'envoyer son enfant à l'école pour le simple fait qu'il est handicapé, qu'il soit traduit dans les tribunaux. Parce que
On n'a pas demandé à naître handicapé ou à devenir handicapé. Et ce n'est pas parce qu'on est dans cette situation qu'on ne peut pas avoir droit à l'éducation. Et aujourd'hui, le travail que nous faisons avec les parents, avec les chefs d'établissement, avec les enfants même, a permis aujourd'hui que plusieurs enfants, dans le domaine que je m'y connais et je m'exerce, sont dans tous les niveaux de l'école. Ils sont à l'université, ils sont au niveau secondaire, ils sont au niveau primaire. Et je vous assure qu'ils sont les meilleurs de leur classe. Naturellement. Ils sont les meilleurs. Oui. Et je crois que le défi que nous avons, le plus grand défi que nous avons encore à relever avec l'aide du gouvernement, c'est que lorsqu'on a obtenu un diplôme avec tous ces efforts, tous ces sacrifices, on a besoin de travailler. Il faut créer des possibilités d'un emploi décent pour ces jeunes. Parce que moi, je suis tout le temps sidéré lorsque je passe dans les rues et je trouve que des personnes déficientes visuelles sont au bord des marchés en train de taper les tam-tams pour pouvoir demander le monde, solliciter le monde et tout ça, alors que ce sont des diplômés de l'enseignement supérieur. C'est une honte pour notre nation. Et moi, je pense que le gouvernement doit mener des politiques. Lorsqu'on lance des concours, il faut réserver des places pour des personnes en situation de handicap. Il faut un pourcentage. Je pense que les textes prévoient cela, mais ce n'est pas toujours effectif dans les structures. On ne voit pas très souvent les personnes vivant avec un handicap qui travaillent dans nos entreprises, et l'État ne fait rien pour accompagner, pour surveiller même cela. On ne comprend pas. Justement. Où on parle encore, monsieur Lobe, de la sensibilisation. Oui, justement, c'est juste. C'est ce que vous venez de dire, c'est ce qui se voit, ce qui se vit sur le terrain. Oui. Vous voyez, comme vous venez de dire, il n'y a pas de suivi. Si nous avons d'abord dit au départ que les tests ne sont pas appliqués, c'est justement parce que le gouvernement même ne fait aucun effort pour le suivi de l'application de ces tests-là. Oui. Parce qu'il faut quand même qu'on sache, qu'on évalue chaque fois si les tests qu'on a pris ont des faits sur le terrain ou pas. Mais cela ne se fait pas. C'est pour ça que vous voyez, même comme il venait de dire, le travail que les associations font, c'est le travail du gouvernement. Ils ne le font que pour accompagner le gouvernement. Parce que c'est une obligation pour le gouvernement de former ces populations. Alors, si le gouvernement ne peut pas, c'est pour ça que les sociétés civiles ont été créées pour accompagner le gouvernement dans ce sens. Maintenant, s'il faut que l'État se borne seulement à faire les tests et à les jeter au vent pour qui peut ou qui veut l'appliquer, ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait un suivi dans ça. Il faut qu'il y ait un suivi dans ça et que l'État s'assure que effectivement ce qu'ils ont arrêté comme mesure, comme mesure coercitive pour l'application de ces tests-là, soit effectif sur le terrain. Je vais revenir sur un aspect avec vous, chers messieurs. Il était dit quelque part que lorsque une structure encadre les personnes vivant avec un handicap, elle est forcément exemptée également des taxes. C'est pareil même pour les entreprises privées. C'est aussi le cas? Oui, c'est le cas. Mais le problème, c'est que très souvent, les entreprises privées ne croient même pas aux potentialités des personnes en situation de handicap. Donc, quand vous allez à un entretien en tant que déficient visuel, lorsqu'on vous regarde, on regarde le physique, le handicap. On ne regarde pas ce qui est dans la tête. Oui. Et ça, c'est ce qui dérange. On ne vous essaye pas pour voir si vous avez des capacités. Et moi, je vous dis des personnes. On voit déjà. Moi, je lisais je suivais un documentaire dernièrement qui passait, et c'était en Europe, où un chef d'entreprise a décidé de recruter 50% de son personnel, de faire de son 50% de son personnel des personnes en situation de handicap. Wow. Et il s'est rendu compte que depuis qu'il a commencé cela, non seulement il bénéficie des avantages sur les exonérations de taxes, mais son entreprise réalise des profits. Non, mais c'est fantastique, oui, ça. Parce que en fait, la personne en situation de handicap
très souvent s'adonne à son poste de travail et est Effectivement. rentable. Oui. Contrairement à d'autres qui sont très souvent distraits. Hein. Ils sont souvent distraits et parfois, sur 7 heures de travail, s'il faut comptabiliser, ils vont faire peut-être 4 heures. Les 3 autres heures, c'est pour faire autre chose. Mais ils sont à leur poste de travail. Mais les personnes en situation de handicap, ce sont des personnes qui Dévouées. sont dévouées et qui s'adonnent. Et c'est pour ça qu'ils sont, même à l'école, ils sont des meilleurs. Naturellement. Ils sont les meilleurs. Et pourquoi ne pas leur donner la chance pour un emploi décent? C'est pour ça que, vraiment, je sais qu'il y a des autorités qui écoutent cette émission. Bien sûr, bien sûr. Et c'est important d'interpeller même notre chef de l'État. Je crois qu'il y a quelques années, on a créé, le chef de l'État a créé un recrutement de 25 000. Oui. Le chef de l'État peut décider de pouvoir créer un recrutement spécial des personnes en situation de handicap. Et qui sont Et je vous dis, professionnels. si on ne prend que 2 000 ou 3 000 chaque année, en 2, 3, 4 ans, on absorberait tous ces diplômés. Ouais. Et ils pourront avoir un emploi décent. Ils pourront être les chefs de famille et des mères de famille capables de pouvoir encadrer leurs enfants et d'apporter au développement économique de ce pays. Pourquoi est-ce qu'on peut penser que quelqu'un qui a fait de la maternelle jusqu'à l'université, avoir ce diplôme, n'est pas capable d'apporter quelque chose? Je vais nous partager un tout petit peu mon expérience propre à moi. À l'époque, quand j'ai perdu la vue, je n'avais pas du tout connaissance de tous les dispositifs existants. C'est grâce à vous, Monsieur Yaman, que j'ai pu être réhabilité. Et une fois que je me suis réhabilité, j'ai dit non mais tiens, je dois poursuivre mes rêves, je dois poursuivre ma passion qui était de parler, de travailler à la radio. Et à l'époque, j'avais rencontré le président Chop Chop qui n'a pas hésité une fois à me prendre pour me faire intégrer une émission des jeunes à Suite FM à l'époque, où il m'avait dit va là-bas, je vais t'écouter et par la suite je verrai quoi faire. Mais une fois là, j'ai pris mon envol et quelques temps après, je suis parti. Après 2 ans pour travailler dans une autre chaîne de télévision de la place, où après, j'ai également été retenu par Christian Kwesi, où j'ai bénéficié d'une formation en informatique adaptée et où je suis le communicateur de l'association ici et là-bas depuis lors, et je forme également les non-voyants en informatique adapté. Et le président m'a dit un jour, ben parfait, tu as tout ce qu'il faut pour la radio, reviens faire l'émission, apporte un synopsis et je te donne les antennes, tu vas faire une émission. Et on a pensé à mettre sur pied inclusif. C'est la raison pour laquelle nous disons encore merci à Jambo Radio. Merci. Vous êtes un exemple vivant. Merci au président Tchop pour ces opportunités, qui a compris le potentiel que regorgent les personnes vivantes avec un handicap. Et il a souvent dit dans ses propos, parfait, ce n'est pas de l'hormone, c'est le talent que j'ai vu en toi. Il ne faut pas laisser ça dormir. Nous disons encore très important. Oui. Quelqu'un qui connaît vraiment la réalité. Naturellement, oui. Donc c'était pour revenir à ce que M. Yaman disait tantôt, qu'il faut absolument un recrutement spécial aux personnes vivantes avec un handicap. Qui sont déjà bien nantis de leur diplôme. Bien sûr. Alors, nous allons revenir, nous sommes bientôt à la fin de l'émission, mais nous allons revenir encore en arrière. Monsieur Yaman, vous qui êtes sur le terrain, quelles sont les difficultés que les familles que vous rencontrez éprouvent encore à laisser scolariser facilement aussi les enfants? Bon, il faut déjà avouer que la plupart des... Enfin, je vais plus parler des déficients visuels parce que c'est mon domaine. Oh oui, oui. Voilà. La plupart des déficients visuels sont issus déjà des familles très démunies. Et le fait que l'éducation de la personne déficiente visuelle coûte cher est un problème pour les parents. C'est pour ça que nous sommes là pour les accompagner. Parce que s'il faut qu'ils se dotent de tout le matériel, pour un enfant, pour qu'il aille à l'école, il faut lui une tablette, il faut un poinçon, il lui faut une canne blanche, il faut une rame de papier. Si tu prends seulement l'exemple du papier, c'est le papier braille et une rame contient 250 formats. Alors que chez les voyants, une rame. Alors que chez les voyants, c'est 500 formats. Et ils ont 2500 à débourser ou 3000 au plus pour avoir 500 formats. Mais pour que vous ayez une rame de 250 formats braille, vous devez débourser au moins 12 à 15 000.
Ça alors. Donc vous voyez que c'est très cher. C'est vraiment onéreux. Hein. Très très onéreux. Oui. Et très souvent notre travail consiste à acquérir ce matériel et à l'offrir gracieusement aux déficients visuels pour faciliter leur insertion scolaire. Très souvent même, nous prenons en charge les frais de scolarité pour certains qui sont dans les privés, mais nous nous battons que la plupart soient dans des établissements publics qui en fait ne prennent rien. Rien, oui. Autre chose, c'est que nous-mêmes, nous sommes un centre de formation. Et pour cette année encore, nous ouvrons un centre que nous avons baptisé le CALISA, qui est le centre d'alphabétisation et d'insertion sociale, qui est logé à PK26. À PK26. À PK26. Ah oui, il faut dire que j'ai visité ce centre. Voilà. C'est un chef-d'œuvre. Voilà. Et puis, c'est un centre avec possibilité d'internat pour pouvoir garder les enfants sur place et pouvoir assurer le programme d'alphabétisation. Et ça, c'est pour les préparer à l'insertion scolaire normale. Là, ils devraient apprendre à écrire, à lire avec la méthode de Braille. Ils devront apprendre les techniques d'éveil qui leur permettent également d'être plus actifs et également des techniques d'orientation et de mobilité, ce que nous appelons les techniques de locomotion. Donc c'est tout un ensemble qu'un enfant pourra acquérir au bout de 2 ans, et cet ensemble lui facilitera la tâche de pouvoir s'intégrer facilement dans un établissement en milieu ouvert. Donc voilà ce que nous essayons de faire, et davantage de sensibiliser des parents. Vraiment qu'ils ne se découragent pas. Parce qu'on ne sait pas si c'est cet enfant que vous négligez qui va devenir le prochain président de la République. Ou alors un ministre. Il y a des pays où les déficients visuels sont ministres. En Angleterre, on a vu un déficient visuel qui a été ministre. Et dans plusieurs autres pays. Pourquoi est-ce que notre pays ne peut pas prendre cette initiative pour encourager la communauté des personnes en situation de... Et tout ceci doit passer par la promotion de l'éducation inclusive. Nous tirons pratiquement à la fin de ce programme. Nous allons donner la parole pour... on commence par monsieur le délégué. Un mot de fin, qu'est-ce que vous avez à dire? Merci, mais ce que je veux dire, je veux d'abord ajouter à ce qu'il vient de dire, comme il a présenté le centre, pour rester dans la lignée de cette émission. Il faut savoir que ce centre que nous avons créé là, tend à devenir une école inclusive dans les très proches mais ça c'est super, ça, ça c'est à féliciter, Ça c'est notre vision, notre vision très proche. Et ce que je veux encore ajouter, c'est que à travers cette émission, que tous ceux qui suivent cette émission, que ce soit en famille ou sur la rue, qu'ils sachent que tous les enfants ont droit à l'éducation. Tous les enfants ont droit à l'éducation, et donc les enfants handicapés, les enfants portant un handicap ne sont pas en reste. Alors il ne faudrait plus que ces familles-là, puisqu'on a encore des brebis galeuses qui continuent à cacher leurs enfants, qui naissent par exemple aveugles ou handicapés moteurs, et ils les cachent sans vouloir que cela profite de leur avenir, de la formation pour leur avenir. Alors nous voulons sensibiliser la communauté à travers cette opportunité que vous nous donnez ici, à ce qu'ils sachent que tous les enfants ont le droit à l'éducation. Alors, libérons tous ces enfants et donnons-leur à chacun sa chance. Donnons-leur à chacun sa chance sur le chemin de l'école. Monsieur Eyaman, votre mot, malheureusement le temps nous est... Je voudrais tout simplement dire merci à cette émission, à Parfait qui nous a reçus, qui nous a invités à cette émission. Merci au président Chop Chop qui a voulu bien mettre ce programme en service pour les personnes en situation de handicap. Mais aussi, je voudrais dire aux parents, les centres sociaux sont partout, dans tous les arrondissements. C'est le ministère le plus décentralisé. Rapprochez-vous des centres sociaux pour que vos enfants obtiennent la carte nationale d'invalidité et pour que vous constituez avec ces chefs de centre la procédure d'exonération, de placement et d'exonération de vos enfants dans les différents établissements.
Merci d'être passé par ici. Christelle, Madame Gando, elle est là, elle est Elle est là. Voilà, un dernier mot. Tu es une femme non-voyante au foyer. Est-ce que ton chéri est satisfait de toi? Je crois qu'il est satisfait de moi. Tu crois? Non, il est satisfait. Et moi, je voulais attirer l'attention des principaux, des proviseurs et des différents fondateurs d'établissements. Donner la chance aux enfants à mobilité réduite de pouvoir fréquenter en les accueillant avec joie dans vos établissements. C'est le cœur d'une femme. Elle parle avec le cœur sur la main, l'amour d'une femme. Merci à vous, charmants invités. Merci à nos fidèles auditrices et auditeurs qui nous ont écoutés. Merci à nos followers sur Facebook. Restez toujours en compagnie des meilleurs programmes de la radio. Merci à tous ceux qui nous reconnaissent. Bon samedi et à samedi. Big up. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif.